Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Élodie Andriot, l'autrice de Patronne. Alors qu'est-ce que c'est Patronne? C'est l'interview de 52 dirigeantes françaises, dont Stéphane Pallez. Pourquoi 52? Parce que, désolé messieurs, mais nous les femmes, nous sommes en majorité dans la population française, 51,8% pour être plus exact. Mais par contre, les patronnes, il y en a quand même beaucoup moins. Si on regarde le CAC 40, il n'y en a que 3 aujourd'hui en France. Le SBF 120, elles ne sont que 18. Et ça, on se dit, bon, c'est l'ancienne génération, la nouvelle. Ici, on est là pour parler d'innovation, de start-up, tout ça, c'est hyper inclusif. Et en fait, pas du tout. Le Next 40, elles sont que 2 sur 40, du coup. Et la French Tech 120, elles sont 14. Donc moi, j'ai voulu partir à la rencontre de ces femmes, des femmes comme Stéphane, qui ont accédé finalement à la première place, qui sont devenues numéro 1, pour savoir déjà, pourquoi il y a si peu de patronnes aujourd'hui en France, en 2023, et comment elles ont fait, ces patronnes, comment elles ont fait pour monter tous les échelons jusqu'à la première place. Et je vous avoue qu'à chaque fois, je me suis pris une claque et que j'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi pendant ces entretiens. Une petite souris qui se glisse avec moi dans la pièce. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir, du coup, de refaire un mini-entretien avec Stéphane Pallez. Stéphane Pallez, qui est donc présidente directrice générale de la Française des Jeux et que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a maintenant un peu moins d'un an. Alors, pour démarrer, Stéphane, vous avez un prénom mixte, et vous m'avez dit que ce prénom, il vous joue parfois encore des tours. On vous appelle monsieur parfois dans des mails. Comme si le patron finalement ne pouvait pas être une patronne. Longtemps, votre numéro de sécu commence avec un 1 jusqu'à que vous rectifiez le bug. Et moi, j'ai envie de vous demander, finalement, ce prénom, est-ce que ça a été une opportunité ou est-ce que ça a été un challenge? Voilà, pour commencer. Alors merci beaucoup Élodie et merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc je ne suis qu'un témoin de ce sujet, mais effectivement j'ai la caractéristique d'avoir ce prénom que j'aime beaucoup. Donc interdit de m'appeler Stéphanie, je le dis tout de suite, et qui effectivement qui est peut-être, alors ça s'appelle un prénom épicène, hein, je le dis pour ceux qui n'auraient pas consulté le dictionnaire dès l'aube. Donc les prénoms épicènes, c'est des prénoms qui marchent pour les deux genres. Et je pense que mes parents me l'ont donné d'abord parce qu'ils trouvaient ça joli, mais en réalité, je pense que au total, alors comme beaucoup de choses, c'est un risque et une opportunité. Je pense que ça a plutôt été une opportunité. Voilà. Alors mais je pense que je l'ai réalisé après. Alors le risque effectivement, c'est celui que vous évoquiez, qui est que j'ai eu effectivement longtemps un numéro de sécurité sociale qui commençait par 1, parce que la Sécu considérait que Stéphane, j'avais beau leur dire que ça pouvait pas être un garçon. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je me suis dit là, il faut peut-être faire quelque chose, parce que là, ça va vraiment devenir un risque pour moi. Parce que sinon, avant, en fait, ça ne posait aucun problème. Donc, je vous confirme que on peut très bien vivre jusqu'à l'âge de 25-30 ans avec un numéro de sécu commençant par 1. Après, effectivement, au fond, je pense que, je sais pas si c'était l'intention de mes parents, mais ça m'a quelque part aussi éduqué effectivement aux représentations et donc effectivement au fait que les gens s'attendaient à ce que je sois un garçon quand ils ne me connaissaient pas, et que finalement ça jouait plutôt malheureusement, si je puis dire, en ma faveur. Donc je pense que c'était effectivement une forme d'opportunité. Alors dans les opportunités, il y a le fait effectivement que ça me permet d'avoir un système de tri de mes messages, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent Monsieur Stéphane Pallez encore aujourd'hui, en me disant qu'ils me connaissent très bien, et qu'on a plein de choses à faire ensemble. Et j'avoue que le tri vertical est assez tentant sur ces messages. Voilà. Mais je pense qu'effectivement c'est aussi le signe que les gens s'attendent à ce qu'un patron, ou en tout cas quelqu'un qui occupe un poste de pouvoir soit plutôt un homme. Donc je sais pas si ça a été fait exprès, mais ça a plutôt je pense que ça m'a plutôt globalement instruite sur ce sujet.
Et pour terminer là-dessus, je me souviens très bien le jour où j'ai féminisé mon titre, puisque finalement j'ai effectivement été d'abord nommé président d'entreprise. Et un jour, j'ai rencontré une autre femme qui s'appelle d'ailleurs également Stéphane. On n'est pas très nombreuses, donc on a une petite association, et qui m'a dit Stéphane, il faut absolument que tu dises que tu es présidente directrice générale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes PDG, et si, comme tout le monde pense que tu es un garçon, eh bien, ça ne permet pas de montrer que on peut être femme et PDG. Et donc, depuis ce jour-là, je suis devenue présidente directrice générale. Voilà. De la Française des Jeux. Alors, c'était en l'occurrence d'une autre entreprise qui s'appelait la Caisse Centrale de Réassurance, et ensuite de la Française des Jeux, pour effectivement affirmer cette représentation. Mais finalement, j'ai très bien vécu et j'ai été nommée à des tas de postes comme si j'étais un garçon. Voilà. Alors, vous avez grandi avec un patron, votre père, qui était notamment directeur des hôpitaux de Paris, et qui, alors vous m'aviez confié, vous a inculqué ce sens du service public. Est-ce que c'est ça, finalement, la clé de votre réussite, vous pensez ? Alors d'abord, j'ai grandi avec un papa et une maman, parce que voilà, ça peut se faire aussi. Donc, je pense que, alors il se trouve que dans cette génération-là, souvent les femmes ne travaillaient pas, ou en tout cas moins. Donc ma mère ne travaillait pas de manière salariée, mais je pense que ce qui m'a été inculqué, c'est pas seulement mon papa. Je le dis tout de suite pour corriger ce petit biais. Je pense que nous avons aussi collectivement. Alors après, effectivement, mon père, c'était une espèce d'incarnation du service public, du haut fonctionnaire avec le service public chevillé au corps. Je pense que oui, ça a évidemment beaucoup compté dans mon parcours. Je pense que ça m'a aussi, alors ça m'a motivé clairement pour faire ce que j'ai fait, et ça m'a aussi progressivement inculqué l'idée que l'intérêt général, oui, c'était dans l'État. C'est ce que doit garantir l'État, mais pas seulement. Et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis passée dans le monde de l'entreprise, et je pense que ce qui s'est passé depuis ces années, c'est que, alors j'espère que c'est pas pour suppléer l'État uniquement, mais c'est que les entreprises ont de plus en plus affirmé et montré qu'elles avaient un rôle à jouer en matière d'intérêt général. Et encore une fois, moi je suis très attachée au fait qu'il y a des choses que l'État doit assurer. L'entreprise ne va pas se substituer à l'État, des choses qu'on ne peut pas privatiser. Mais par contre, les entreprises ont effectivement un rôle à jouer en matière d'intérêt général. Donc, alors on peut appeler ça la raison d'être, on peut appeler ça le partage de la valeur, on peut appeler ça la RSE. Il y a des tas de manières de le dire, mais ça fait partie effectivement de mes convictions, et c'est ce qu'on essaye de faire notamment à la Française des Jeux. Donc il y a un exemple qu'on cite souvent en ce moment, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, qui est que on a lancé un service de paiement de proximité des impôts. Alors ça fait pas forcément rêver, mais enfin bon, il faut quand même bien les payer, ou de services publics de proximité. Et on s'est aperçu que en fait, à travers notre réseau de détaillants, eh bien, on pouvait proposer un service de paiement de proximité, en fait, qui correspondait à un besoin, parce que les gens avaient besoin d'aller dans un circuit qu'ils connaissent, avec des personnes qu'ils connaissent, et qu'en fait, ils se plaignent beaucoup du fait que les services publics s'éloignent d'eux. Voilà. Donc, encore une fois, le but n'est pas de remplacer les services publics, mais je pense que les entreprises peuvent effectivement contribuer à un peu remplir cet espace dont on parle beaucoup aujourd'hui. J'entendais encore ce matin le fait que hier, on a constaté qu'il y avait beaucoup de manifestations dans des petites villes qui sont pas forcément uniquement à cause
de ce qu'il y a dans la forme des retraites, mais aussi qui sont une manifestation du fait que les gens se sentent à côté. C'est le terme qui est employé par certains. Et donc les entreprises, je pense qu'elles ont à s'en préoccuper et à agir sur ce sujet. D'accord. Alors, dans votre parcours, vous avez géré plusieurs privatisations. Moi, je me demande, et j'ai remarqué dans tous ces patronnes que j'ai interviewées, souvent, l'antichambre du pouvoir dans ces grosses boîtes, finalement, c'est d'avoir la main sur la caisse. Et j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors, je pense que c'est... enfin, ça fait partie... l'argent fait partie des attributs du pouvoir. Et effectivement, historiquement, les CFO étaient plutôt des garçons. Et c'est pas toujours le cas, mais il se trouve que le job de CFO est un des jobs qui mène éventuellement au poste de PDG quand on regarde les statistiques, à la fois parce qu'il y a une forme de pouvoir et aussi qu'il y a une forme d'exposition. C'est-à-dire que c'est celui, le CFO, dans une boîte cotée, c'est quand même celui qui parle au marché, parle aux investisseurs. Donc effectivement, je pense que c'est absolument essentiel que les femmes occupent tous les postes. Évidemment, historiquement, on les trouvait plutôt sur des postes de DIRCOM et de DRH qui sont des postes super importants. Il faut pas se tromper. Mais je pense que dans les convictions que j'ai, c'est qu'il faut éviter que les postes soient genrés. Voilà. Donc évidemment qu'elles doivent occuper tous les postes et notamment celui-là, pas seulement celui-là, parce que encore une fois, c'est un poste dans lequel qui permet d'affirmer sa capacité à exercer le pouvoir et sa capacité à incarner l'entreprise. Donc c'est une très bonne échelle pour monter au niveau au-dessus. Et effectivement, ça m'a bien servi. Alors 12%. 12%, c'est le chiffre qui représente les levées de fonds faites par les femmes. Aujourd'hui, la part donc qui va à des entreprises fondées par au moins une fondatrice aujourd'hui en France. Quand c'est 2 fondatrices, c'est 2%. Voilà. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, il y a si peu de femmes qui entreprennent Comment vous expliquez ce chiffre-là ? Alors, c'est pas du tout qu'il y a peu de femmes qui entreprennent. Ça justement, c'est un biais contre lequel il faut se battre parce que c'est absolument pas la réalité. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire financer leur projet. Alors, c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est le constat qu'à vrai dire que moi aussi j'ai découvert puisque je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sista et qui il y a quelques années à regarder les statistiques et on s'est aperçu qu'il y avait, je crois que c'était 3% des fonds du secteur du capital investissement qui allaient à des projets menés par des femmes. Que de fondateurs. Donc honnêtement, on était choqués et je me rappelle très bien d'ailleurs que quand on en parlait, les gens disaient non mais c'est pas possible, vous avez dû vous tromper, il doit manquer un 1, un 0, quelque chose comme ça. En fait, si c'était 3%. Et après, on a recueilli un certain nombre d'anecdotes assez savoureuses également sur la manière dont ces femmes étaient accueillies par les fonds d'investissement, pour une raison assez simple, qui est qu'en fait que la profession de l'investissement étant essentiellement masculine, c'est comme ça. En réalité, elle reproduit quand même des biais assez forts. Donc, dans les questions classiques, il y a une femme qui vient avec son projet, on lui dit et qu'en pense votre mari ? Voilà. Donc c'est vrai que ça nous a quand même un peu marqué. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on s'est effectivement mis en collectif donc sous le nom de Sista pour dire mais c'est juste quand même insupportable et invraisemblable qu'alors même qu'on est en train de progresser dans les grandes entreprises du CAC 40 grâce à un certain nombre d'actions, grâce à une loi sur les quotas dans les conseils d'administration, grâce à une loi maintenant qui va être sur les comités de direction, c'est quand même assez incroyable que dans le secteur de l'innovation de la tech, on soit en train de reconstituer un système qui est complètement pour le coup genré. Quand je dis genré, c'est-à-dire très masculin. Donc on a effectivement pris ça. Maintenant, on publie tous les ans des chiffres
sur ce sujet, donc qui sont faits, qui sortent du BCG, voilà. Donc parce que ça c'est le principe général, c'est pour parler de quelque chose, faut le mesurer, et puis il faut se donner des objectifs. Et puis on a élaboré un certain nombre de chartes qu'on a fait signer au fonds d'investissement, au corporate. Donc effectivement, moi quand j'ai contractualisé avec un fonds d'investissement pour gérer mon corporate venture fund, j'ai appliqué la charte, c'est-à-dire que j'ai déjà regardé s'il y avait des femmes dans les équipes. Parce que ça a l'air bête, mais en fait c'est quand même, je pense que c'est ça le premier facteur. Et après il y a la prise de conscience du fait que il y a un problème, parce qu'encore une fois, c'est comme les femmes dans les conseils d'administration. À l'époque où j'avais commencé à m'en occuper, il y a un certain nombre de patrons qui me disaient on aimerait bien en avoir, mais on n'en trouve pas. Il y a un problème de pipeline aussi. Non, il n'y a pas de pipeline. Il n'y a pas de problème de pipeline. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes dans des postes à responsabilité. Donc c'est juste que quand on n'est pas obligé de les trouver, voilà. Et en fait, c'est pareil sur le financement. Quand on n'est pas conscient qu'on a un problème et quand on ne prend pas d'engagement pour faire mieux, on ne cherche pas. Et honnêtement, des projets menés par des femmes, il y en a plein et excellents. Et d'ailleurs, dans Sista, on a aussi créé le Sista Fund, dans lequel on finance des projets menés par des femmes. On a créé donc des promotions de femmes entrepreneurs qui sont sponsorisées par une entreprise, comme on vient de le faire. Voilà. Donc il y a un vivier énorme, plein de femmes talentueuses, voilà. Et je suis sûre que ça va avancer. Ça va avancer. Mais en France, il faut toujours un petit peu de volontarisme, parfois un peu de loi. Alors justement, donc les femmes sont une majorité, finalement peut-être traitées comme une minorité. La parité, c'est la porte d'entrée pour toutes les autres typologies de diversité. Vous m'aviez confié, pour finir, que l'égalité des chances, c'est votre dada, c'est votre bataille. Est-ce que c'est la prochaine étape pour vous et comment ça se manifeste ? Alors, je pense que déjà le fait effectivement d'être une femme et d'être sensibilisée à l'égalité des chances par le fait d'être une femme et de temps en temps quand même de sentir que y a des choses plus compliquées, je pense que ça donne une sensibilité beaucoup plus globale au sujet de l'égalité des chances. Bon, après il y a aussi le fait que on peut pas moi en tout cas je n'arrive pas à me satisfaire, et là je peux pas le traiter toute seule, du fait que le système éducatif par exemple reproduise les inégalités. Voilà. Donc pour moi c'est un sujet qui évidemment dépasse largement l'entreprise. Bon, les femmes, pour moi, c'est pas de la diversité, c'est effectivement juste de l'égalité, mais je pense que ça s'applique à beaucoup d'autres catégories. Donc moi, j'aime pas tellement la diversité, j'aime effectivement l'égalité des chances et des opportunités. Et alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces sujets ? On a une fondation dont c'est l'objet. Voilà. Donc c'est à notre modeste niveau, et encore une fois, on ne va pas tout seul changer un certain nombre de facteurs fondamentaux. C'est effectivement financer des projets d'associations qui permettent à des gens qui partent avec un boulet que d'autres n'ont pas, de surmonter ces difficultés et d'avoir accès, de réaliser leurs opportunités. Bon, c'est le fait d'être attentif à ça sur tous les sujets en permanence. C'est le fait que les collaborateurs, par exemple de la Française des Jeux, sont encouragés à mentorer des jeunes pour leur donner une capacité de comprendre que eux aussi ils peuvent accéder à un certain nombre de postes, et que voilà, qu'il n'y a pas de barrière. Je pense que c'est l'idée importante, c'est de dire il n'y a pas de barrière, et puis d'oser en parler. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.